C'est toujours la même chose avec ces deux joueurs-là. On sait à quoi s'attendre, mais ils arrivent encore à nous surprendre. Quart de finale de rêve cette nuit à Roland-Garros. Rafael Nadal qualifié au bout du suspense aux dépens de Novak Djokovic. Match exceptionnel que vous avez pu suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. L'Espagnol a plié, oui, mais il n'a jamais cédé. Jean-François Pérez. Comment aurait-il pu le perdre ce match, Rafael Nadal, chez lui, à Paris, sur son central, devant 15 000 spectateurs, tout acquis à sa cause, malgré l'heure, malgré le froid. Pour la première fois depuis longtemps, l'Espagnol n'était pas le favori, on le disait sur le déclin, diminué par ses douleurs aux pieds, émoussé après un premier match marathon face à Auger Aliassime. On parlait déjà de sa tournée d'adieu. Il a une nouvelle fois mis tout le monde d'accord, y compris notre consultant Cédric Pioline. Écoutez, moi franchement, il m'a fait mentir. Je pensais pas qu'il avait les moyens physiques de tenir le rythme contre Djokovic, et il nous a montré qu'il les avait. Et dire que Djokovic n'avait pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi, le Serbe étonnamment crispé et brouillon de bout en bout, comme rattrapé par l'immense enjeu, n'a jamais trouvé la formule pour déboulonner l'homme qui possède déjà sa propre statue à Roland-Garros. Il n'a vraiment dominé qu'en fin de deuxième set, remporté 6-4 alors que Nadal menait 3-0. On se disait alors que c'était un tournant, que la logique allait finir par prévaloir. C'est tout le contraire qui s'est produit, avec Nadal sur le central. Même à 1h15 du matin, il ne faut jamais tirer de conclusion définitive. Rafael Nadal qui affrontera Alexander Zverev en demi-finale. La suite des quarts de finale cet après-midi, avec notamment dans le tableau féminin la numéro 1 mondiale Iga Swiatek face à l'américaine Jessica Pegula. Voilà, ne manquez pas le journal de Roland Garros tout à l'heure à 8h30 avec Axel May, Europe 1, radio officielle du tournoi. 7h02, on en vient maintenant à la suite des incidents du Stade de France avec les premières condamnations qui tombent pour les fauteurs de troubles. Et dans le box, pas la moindre trace de hooligan anglais parmi les 6 prévenus convoqués en comparution immédiate devant le tribunal de Bobigny. 6 prévenus pour une centaine d'interpellations. C'est peu, et surtout, Gladys Lafitte, ce ne sont pas ceux que l'on a vus escalader les grilles du stade. En effet, on est très loin des profils de ceux qui ont tenté de s'introduire avec violence dans le Stade de France. Ceux-là n'ont pas été arrêtés ou les éléments pour les poursuivre étaient insuffisants, comme c'est souvent le cas lors de mouvements de foule, y compris lors de manifestations. Hier, la justice a plutôt jugé des vols de téléphone ou de montres, plutôt une délinquance habituelle des soirs de grands événements. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais avec le fait que des victimes s'y trouvent, a d'ailleurs noté la procureure. Parmi les prévenus, 2 Péruviens qui vivent normalement en Espagne. 14 téléphones ont été retrouvés dans leurs affaires. Un autre prévenu, un Algérien de 24 ans, sans domicile fixe, a lui aussi volé le portable d'un supporter à la fin du match dans le métro. Un autre homme de 34 ans a lui volé un collier, mordu une victime, frappé un policier et a lui-même été frappé. Il a d'ailleurs un œil au beurre noir dans un contexte d'interpellation très hostile avec une 50aine d'individus, a rappelé le ministère public. Mais ce dossier reste tristement ordinaire en Seine-Saint-Denis, a résumé un avocat. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Alors, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et sa collègue des Sports Amélie Oudéa-Castéra sont attendus aujourd'hui au Sénat pour s'expliquer sur ce fiasco du Stade de France, une affaire embarrassante aussi pour l'Élysée. L'esquive est un art qu'il faut savoir manier avec habileté. Depuis 4 jours, le président reste silencieux et que ce soit hier à Bruxelles d'abord, puis à Cherbourg ensuite, Emmanuel Macron n'a pas voulu s'attarder sur la polémique. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, le président chercherait-il à afficher un nouveau visage en se tenant éloigné de la mêlée? Oui, que ce soit à Cherbourg Pas de commentaire d'actualité. Moi, ou à Bruxelles, je ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement Emmanuel Macron esquive et ce qui a déjà été inscrit. Le chef de l'État renvoie la balle à son gouvernement, situation extrêmement rare pour Emmanuel Macron. Président omniprésent durant son premier quinquennat, répondant à tout, surtout, sans se soucier de ce qu'il relevait de ses ministres, mais président quasi absent en ce début de second mandat. Rien que le format de la prise de parole à Bruxelles reflète l'embarras du locataire de l'Élysée. Traditionnellement, il tient toujours une conférence de presse à la sortie de chacun des conseils européens, prenant le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants des discussions entre États membres. Hier, il n'en a rien été, s'exprimant rapidement, debout face à une meute de caméras et de micros juste avant de grimper dans sa voiture. Une manière de se laisser la possibilité de ne pas répondre à une éventuelle question épineuse en prétextant un agenda chargé. Emmanuel Macron promettait le 7 mai dernier, le jour de son investiture, un président nouveau,
nous y sommes. Jacques Serret. Allez, à la page immobilier, la remontée des taux d'intérêt. En 4 mois, on est passé en moyenne de 1,25% à 1,37% sur 20 ans. Alors, seule bonne nouvelle pour les emprunteurs, ils peuvent maintenant changer d'assureur à tout moment. Sous certaines conditions, si vous avez contracté un prêt ou si vous vous apprêtez à le faire, les règles changent à partir d'aujourd'hui. On peut désormais changer d'assurance emprunteur quand on veut. Plus besoin d'attendre la date anniversaire, Carole Ferry. Oui, ça peut être un sacré gain de pouvoir d'achat, car très souvent, quand vous signez un prêt immobilier, le réflexe, c'est de prendre l'assurance de la banque qui vous a fait le prêt, sauf que ce n'est pas forcément le taux le plus avantageux. Et en prenant une assurance ailleurs, eh bien, le gain peut être conséquent, selon Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Le gain moyen, quand on change d'assurance, il est autour de 15 000 €. Donc déjà, une fois qu'on sait ça, on voit que c'est quand même pas mal de plein d'essence de gagner ou des courses au supermarché. Maintenant, évidemment, l'intérêt varie selon les dossiers. Plus vous avez un emprunt élevé, plus vous êtes jeune et plus vous avez payé au départ une assurance un peu trop chère, plus le gain sera intéressant. Alors ce changement est valable pour les nouveaux contrats. Pour ceux qui sont en cours, ce sera à partir du mois de septembre. Autre changement à partir d'aujourd'hui, les personnes qui sont guéries d'un cancer ou d'une hépatite C depuis au moins 5 ans ne sont plus obligées d'informer leur assurance de leurs antécédents médicaux. Et puis enfin, il n'y a plus besoin de questionnaire médical quand le prêt est inférieur à 200 000 € par personne, 400 000 € pour un couple, et que le prêt est remboursé avant 60 ans. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Allez, on en vient à la guerre en Ukraine. Washington renforce son aide militaire en faveur de Kiev. Joe Biden promet de fournir des systèmes de missiles plus performants à l'armée ukrainienne, des lance-roquettes d'une portée de 80 km. Kiev qui réclame par ailleurs la venue d'Emmanuel Macron avant la fin de la présidence française de l'Union européenne. Et sur le plan militaire, l'armée russe se serait emparée en grande partie de Severodonetsk, ville clé du Donbass ukrainien. Et détruite à près de 90% selon les autorités locales. 12 000 civils seraient pris au piège alors que la ville continue d'être bombardée sans relâche. La prise de Severodonetsk pourrait constituer un tournant dans le conflit selon Jérôme Pellidanstri. Il est le rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Sa prise permettrait à Vladimir Poutine de dire qu'il contrôle la région administrative de Lugansk. Dire en quelque sorte que l'un des buts de guerre qui était la libération entre guillemets du Donbass est atteint. Pour les Ukrainiens, il est sûr que la perte de cette ville serait vécue comme un échec, mais militairement, il est aujourd'hui pour le commandement ukrainien préférable de se retirer de Severodonetsk plutôt que de se lancer dans un nouveau Mariupol. Ce qui reste inconnu, ce sont les objectifs de Vladimir Poutine. Veut-il s'en arrêter là ou veut-il continuer en particulier vers la ville de Kramatorsk? Et là, ce sera vraiment une autre paire de manches pour les Russes. Un propos recueilli par Zoé Pallier. Une petite parenthèse tout de même dans cette guerre qui est aussi un espoir pour de nombreux Ukrainiens, celui de voir leur équipe se qualifier pour le mondial de football au Qatar. L'Ukraine affronte l'Écosse ce soir à Glasgow. Première étape vers une qualification pour la Coupe du Monde. Merci Christophe Lamar, c'était votre journée.